Moi, je ne charge personne, je dis la vérité. Du grand spectacle. Charles Pasqua, avec sa verve habituelle, a répété que les plus hautes autorités de l'État étaient au courant des ventes d'armes à l'Angola en 1995. L'ancien ministre de l'Intérieur affirme que le chef de cette diplomatie parallèle était Jacques Chirac. Ce que je condamne, c'est que l'ancien président de la République, Jacques Chirac, n'ait jamais assumé ses responsabilités. Il en est de même d'ailleurs pour Dominique de Villepin. Tous deux ont manqué à leur devoir. Pour le prouver, Charles Pasqua n'a pourtant dévoilé qu'une note de la DGSE datant de décembre 1995. Une note déjà consignée dans la procédure judiciaire, mais que le juge Courroy n'a pas versée au dossier. Résultat, Charles Pasqua compte porter plainte contre lui. Autre révélation, il y aurait d'autres affaires brûlantes, affirme Pasqua, sans plus de détails. Mon ambition, c'est pas de passer ici comme le champion de la balance. Hein. Vous n'avez qu'à faire votre boulot. Après tout, vous êtes enquêteur. Ben, enquêtez, faites votre travail. Une stratégie de défense de la part de Charles Pasqua, car l'ancien ministre de l'Intérieur se prépare déjà à passer devant la Cour de justice au printemps prochain. Et comment Jacques Chirac a-t-il réagi, Maude ? Eh bien, dans un communiqué, le bureau de l'ancien président a rappelé que, s'agissant de l'Angola, Jacques Chirac était favorable à la levée du secret défense. Le communiqué, très bref, précise tout de même si cela était utile au bon déroulement de la procédure en cours. Alors, Jacques Chirac n'a pas répondu aux accusations de Charles Pasqua. Il n'a pas non plus fait de commentaires sur la conférence de presse tonitruante de l'ancien ministre de l'Intérieur. En revanche, la conférence de presse a beaucoup choqué le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, qui est un proche de Jacques Chirac. J'ai été élevé dans une certaine idée de l'État et du respect de l'État. Et lorsqu'on a été ministre, eh bien, on a un comportement à l'égard de l'État qui est un comportement respectueux des institutions. Alors, autre réaction à noter, celle d'Arkady Guedamac. Aujourd'hui, dans le JDD, eh bien, l'homme d'affaires visé par un mandat d'arrêt et en fuite à Moscou a réagi. En effet, lui aussi a été condamné dans l'affaire de l'Angola Gate. Il confirme les propos de Charles Pasqua sur Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Et il explique dans l'interview, bien sûr qu'ils savent tout ce que j'ai fait, il y a une série de preuves qui existent. Acte 2, scène 2. Dominique de Villepin devant les juges. Pour assister à la grande explication de l'ancien Premier ministre, c'est la cohue au palais de justice où tout le monde se presse, fébrile. Dominique de Villepin, au contraire, reste calme et souriant. Je suis heureux de pouvoir aujourd'hui apporter ma contribution à l'émergence de la vérité dans une affaire où les mensonges et les manipulations ont obscurci cette vérité. À la barre, rien de très neuf. L'ancien Premier ministre nie catégoriquement toute implication dans la falsification des fichiers Clearstream. Contrairement à ce qu'affirme Jean-Louis Gergorin, il assure qu'il n'a pas reçu d'instruction présidentielle de Jacques Chirac dans ce dossier et il récuse le fait d'avoir comploté contre Nicolas Sarkozy. C'est justement face aux défenseurs du président de la République que Dominique de Villepin perd son calme. Il lâche une violente diatribe contre Nicolas Sarkozy, partie civile qui veut se faire justice elle-même, lance-t-il à Maître Herzog. Il est libre, et c'est bien ainsi, de dire ce qu'il souhaite dire. Et je suis libre d'en penser ce que je devrais en penser à l'issue de ces déclarations. Une fois encore, Dominique de Villepin veut se présenter comme la victime d'une manipulation et se placer au-dessus de la mêlée, malgré les accusations des autres prévenus. Il y a quand même dans toute son argumentation le fait de dire que Imad Laoud ment, que Jean-Louis Gergorin ment, et la chose nouvelle, c'est que le général Rondeau ne dit pas la vérité. Lundi, le général Rondeau sera lui aussi entendu. Un témoignage crucial, car il pourra révéler qui, de Dominique de Villepin ou de Jean-Louis Gergorin, ment dans cette affaire.
Et qu'apprend-on à la relecture des carnets du général, Maude? Eh bien, en effet, les notes du général Rondeau, c'est la pierre angulaire de l'accusation. L'essentiel de l'enquête repose en effet sur ces célèbres carnets noirs maintenant dans lesquels le général écrivait très minutieusement tout ce qu'il savait sur ce qu'il appelle la pieuvre Clearstream. Son témoignage est donc très attendu. Il faut dire que c'est lui, en 2003, qui a été chargé de l'enquête par la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie. Elle veut en effet avoir plus d'informations sur les personnels de son ministère qui figurent sur ces listings. Le général sait donc tout depuis le commencement de l'affaire. Alors pour le coup, peut-il mettre en cause Dominique de Villepin? Eh bien oui, parce qu'en 2004, Dominique de Villepin, qui est ministre des Affaires étrangères, découvre que Nicolas Sarkozy figure sur ces fameux listings. Il confie donc cette enquête secrète au général Rondeau, qui est un militaire en fin de carrière, très discret, qui est un as du terrorisme international. Très rapidement, Rondeau découvre que ces listings sont faux. Et alors là, c'est là que les questions se posent. Pourquoi Rondeau n'informe-t-il pas sa hiérarchie alors qu'il sait qu'ils ont été falsifiés? Pourquoi également son ordinateur qui a été perquisitionné? Eh bien, dans cet ordinateur, il y avait des fichiers qui concernaient Dominique de Villepin. Pourquoi ont-ils été effacés? Eh bien, toutes ces questions sont très importantes. On attend les réponses pour la suite du procès. Ségolène Royal doit se rendre à l'évidence. Martine Aubry la devance désormais dans les sondages et s'impose aux yeux de l'opinion, Maude. Et oui, si les élections se déroulaient ce printemps, eh bien Martine Aubry battrait Nicolas Sarkozy au second tour d'une élection présidentielle avec 52% des voix contre 48%. La première secrétaire du PS est en effet donnée gagnante face au président dans un sondage CSA publié hier pour la chaîne parlementaire. Un institut CSA qui plaçait pourtant toujours Dominique Strauss-Kahn en tête au sein de la gauche. Et oui, et c'est bien cela la victoire de Martine Aubry. Ce sondage confirme donc sa bonne forme après les régionales. La bonne forme donc de la patronne du PS qui surfe sur cette vague des régionales. Alors petit bémol parce que selon un autre sondage pour Opinionway pour le Figaro cette fois, eh bien Dominique Strauss-Kahn est de nouveau donné gagnant. Alors cette fois pour l'ensemble des Français, il gagnerait avec 35% des voix, loin devant Martine Aubry à 9% et loin devant Ségolène Royal à 8%. Qu'importe, rappelle Martine Aubry, nous ne sommes qu'en 2010. En attendant, il y a 2011 et les primaires, avec au programme 3 mots d'ordre. Projet, rénovation, rassemblement. Côté rassemblement, on a déjà avancé au PS, puisque Daniel Cohn-Bendit et Arnaud Montebourg se sont parlé entre les deux tours. Et puis, un autre rendez-vous avec la présidente des Verts, Cécile Duflot, serait à l'étude. C'est une idée qui fait son chemin. Depuis 6 ans maintenant, le fooding est devenu un nouveau mode culinaire. Contraction de food et de feeling, c'est l'art de manger avec intuition. Un art qui séduit désormais les plus grands chefs, comme l'ont constaté hier soir Marc Pironnet et Maud Guillaumin. Le cœur du Marais, un quartier branché de la capitale. C'est là que, pour un soir, Éric Fréchon, le chef d'un grand palace parisien, a posé ses fourneaux. Pour concocter notamment des hot dogs au jus de truffe sauce caramel. Car c'est ça l'esprit fooding. Ici, on goûte, on teste, sans retenue. On a des saveurs, des goûts qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de goûter. Bon, comme là on fait un potage céleri-châtaigne, à la maison, je connais personne qui fait un potage du mariage céleri-châtaigne avec une écume de truffe, donc ça peut être sympa. La recette du succès, pas d'étiquette, pas de code culinaire. Le fooding permet de laisser libre cours à son imagination. Seule règle d'or donc, se faire plaisir. Il n'y a pas simplement une bonne cuisine faite à base de truffes et à base de produits qui coûtent très cher. Ça peut être très bon, mais il y a aussi plein d'autres possibilités. L'autre clé du fooding, c'est l'ambiance. Un décor chaleureux, une touche d'élégance et le tour est joué. On se sent un peu dans un petit cocon, voilà, il y a la musique qui commence, c'est agréable. On n'a pas vraiment l'impression d'être à Paris finalement, ça nous fait un peu rêver. C'est vrai que de goûter des petites choses, moi qui suis assez gastronome, ça fait des découvertes de goûts différents, bien préparés, des petites choses, oui. Très très agréable. Pour les gourmands, pas de regret, la semaine du fooding se poursuit jusqu'au 5 décembre à Paris et en région. Des acrobaties qui se succèdent à un rythme effréné, des contorsions inattendues. Le cirque Phoenix, qui a hissé sa toile sur la pelouse de Reuilly à Paris, accueille cette année une troupe pékinoise. Des jeunes Chinois de 14 à 28 ans sélectionnés pour leur numéro à couper le souffle. Muriel Drouillat et Maud Guillaumin ont pu pénétrer dans les coulisses du chapiteau. C'est la star du cirque de Pékin. À 28 ans, Wang Weibao réalise un équilibre sur 2 doigts seulement, une prouesse qu'il est le seul au monde à exécuter. Chan Chey, lui, a 18 ans, il est funambule et sa spécialité, c'est le fil souple.
Le plus dangereux, c'est quand je me balance. C'est pour ça que je m'entraîne au moins 1 heure avant chaque représentation. Des gestes 1000 fois répétés pour parvenir à défier les lois de la pesanteur. Tous les numéros présentés sont inspirés d'anciennes légendes chinoises au nom évocateur, comme le chant des diabolos ou la danse des lions. Les légendes chinoises sont innombrables, il y a énormément de légendes qui font rêver en Chine et les numéros s'approchent souvent de ces légendes. Ici, pas d'animaux, comme le veut l'art traditionnel du cirque chinois, mais des numéros réglés au millimètre, inventifs et drôles. Vous avez jusqu'au 15 janvier pour aller voir ces étoiles scintiller sous le chapiteau du cirque Phénix. Une fête foraine pas comme les autres. Jusqu'au 2 janvier, le Grand Palais se transforme en chapiteau géant. Grande roue, manège et piste de cirque ont pris place sous l'immense verrière. Reportage Boris Rubagotti et Maud Guillaumin. Des rideaux de lumière, des guirlandes de couleurs, des manèges à sensations, le tout sur une bande son mêlant bruit de foule et musique électronique. Au cœur de cette machinerie céleste, la grande roue qui donne vie à ce vaisseau de verre et d'acier. Il n'y a plus de lumière, la lumière elle vient d'ailleurs, on ne voit pas vraiment d'où elle vient, puis elle vient taper dedans. Elle est accrochée à chacune des branches pour aller jouer sur la verrière. Et là-haut, vous voyez tout Paris. À 30 mètres du sol, en effet, le mélange des genres est époustouflant. On regrette vachement que notre petite fille elle soit pas là. Donc j'ai l'impression qu'on en prend pour elle, quoi. On viendra avec elle, je pense. 12 000 mètres carrés sous une pluie d'étoiles, 22 km de guirlandes, de quoi impressionner. J'aime bien les petits trucs qui pendent. Comme il y a des petits trucs qui pendent, j'adore. Les petits trucs qui pendent, c'est joli, doré, bleu. S'initier au cirque et assister à un spectacle, là encore, impressionnant, c'est aussi au programme. Bref, le Grand Palais retrouve ici sa vocation d'origine, accueillir toutes les formes de vie culturelle. Toute l'actualité du 6 minutes au 0892 681 616 et sur m6.fr. Est-ce que ça signifie, Maud, par exemple, que ça va être un mois de janvier particulièrement chaud? Parce que peut-être, et là, tu vas peut-être me donner tort, mais peut-être que la gauche utilise justement ce parterre de lycéens pour profiter de son... Ça l'aide bien, en effet, parce que bon, c'est vrai que d'un seul coup, quand Darcos avait fait volte-face et avait laissé tomber, c'était plus embêtant, puisque là, tac, on les remet dans la rue, après on enchaîne sur un nouveau mouvement le 17 et encore sur un autre mouvement le 29. D'ailleurs, Gérard Asqueri l'a bien dit, hein, il a dit que le monde enseignant est encore bouillant, est encore combatif. Donc ça veut dire que la révolte est toujours là et qu'on essaye petit à petit d'élargir tous les éléments contre les réformes du gouvernement. Alors maintenant, on parle aussi de l'école primaire qui avait été acceptée. Enfin, je veux dire, on élargit petit à petit, toujours un peu plus. Quelle est la barrière à abattre pour faire tomber l'édifice de cette réforme? C'est la suppression des postes. Alors, c'est vrai que ça, c'est un élément important. D'ailleurs, Asqueri l'a bien dit, hein, puisque finalement, Darcos avait reculé devant les lycéens. Pourquoi il ne reculerait pas devant les enseignants? Et donc, c'est suppression de postes. Quand on regarde vraiment dans les textes, on ne voit pas réellement ce qui a changé, à part, dans la réforme de la seconde, il y a toujours les mêmes éléments, avec un tronc commun, avec 6 heures d'option et 3 heures, normalement, pour être mieux guidé. Et donc, ça, c'est ce que voulaient aussi les lycéens. Alors, qu'est-ce qui a changé? Il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'il y a tellement eu de concertation, de dialogue, d'explication de la réforme, que les lycéens et les profs ont fini par comprendre. Ah ben, ils ont fini par comprendre. C'est énorme. Ils ont fini. Laissez-moi si je peux en placer une, David. Alors qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Ils ont compris au fond. Moi, j'ai amené aujourd'hui le cerveau de la réforme. J'ai le cerveau de Xavier Darcos dans mon sac à dos. C'est ça. C'est-à-dire la réforme est faite dans un seul but, qui est au fond de supprimer un nombre de postes de profs de manière à réduire le nombre d'heures d'enseignement obligatoire. Et les lycéens ont bien compris qu'on leur proposait au fond un lycée light,
C'est-à-dire un lycée dans lequel il y a moins de profs, moins de sciences, moins d'histoire, moins d'encadrement. On va laisser la calculatrice, par contre, vous pouvez reposer votre sac. Je vais la reposer, mais vraiment, après l'emballage, on fait de l'emballage. On dit c'est pour l'autonomie des lycéens, pour leur permettre de plus choisir à la carte, etc. Tout ça, c'est l'emballage qu'on décide après. Le seul truc, c'est budgétaire. C'est devenu le ministre de la Communication nationale et non le ministre